À Charles de Gaulle, on a chopé un général, chef d'état-major israélien, également avec 2 tonnes de Captagon. C'est pas Poutine qui a installé des bases autour de l'Europe, c'est le contraire. C'est l'OTAN qui installe des bases. Monsieur Sarkozy était au Stade de France avec son pote le Qatari, là, le financier de Daesh. Or, on voit bien que les guerres qui nous sont faites sont des guerres de l'esprit, sont des guerres de l'intelligence, sont des guerres des mots. Vincent Renoir, qui a fait quand même 1 an de prison, là où un violeur ne les aurait pas fait. Le Messie, c'est d'autre que le fils de Marie. Donc c'est Jésus, oui, c'est Jésus qui doit revenir, qui est le Messie des musulmans. Les socialistes ou les radicaux socialistes au départ, sous la Troisième République, ont été au pouvoir, on a toujours eu des guerres, tout le temps. La doctrine officielle de Daesh, c'est un islam totalement déviant qui est en dehors de l'islam. Bonsoir, bienvenue sur la libre antenne, lundi, mercredi, vendredi sur metatv.org de 21h à minuit. C'est la saison 3 et évidemment bonjour à la régie avec nous, bonjour à tous les métanautes connectés et les modératrolls. Et ce soir, une soirée exceptionnelle avec un invité exceptionnel, Jean-Michel Vernochet. Bonsoir. Bonsoir à tous les spectateurs de MetaTV, mais là vous exagérez un peu. Je ne sais pas si elle va être exceptionnelle, nous allons nous y efforcer. On va les laisser juger à la fin. En tout cas, bonsoir à toutes et à tous, déjà. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc, Jean-Michel, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as été professeur à l'école de supérieure de journalisme, c'est ça? Oui. Tu es un journaliste indépendant, oui, essayiste, voilà, tu as un CV... si j'ose dire, vraiment très très grand, tu as fait beaucoup. Pas aussi grand que je l'aurais souhaité ou voulu, mais enfin bon, voilà. On fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Quand même impressionnant, tu as travaillé pour des grands groupes de presse, etc. T'as quand même... grand groupe de pièces, mais j'ai travaillé, alors j'ai fait des choses importantes, mais en tant que soutier, hein, qu'on m'envoyait là où les autres ne voulaient pas aller. D'accord. Ce qui est assez en plus intéressant, c'est parce que j'ai appris que quand tu étais justement à l'école de journalisme, tu apprenais aux journalistes une matière très particulière, c'était de les informer sur la façon dont l'État, la propagande pouvait s'emparer. Je crois que j'ai créé peut-être en France, sauf erreur, le premier cours sur les questions de désinformation. À un moment donné où l'Empire soviétique est s'écroulant, on pensait que la désinformation était une page d'histoire tournée définitivement, mais en fait les Américains ont embrayé, ils ont embrayé à la vitesse centuple. Et là, on n'a pas cessé, à partir des années 90-91, on n'a pas cessé de nous baratiner, de nous mentir, et de plus en plus. Mais en fait, si on regarde bien l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a quand même des super fakes, au pluriel, qui seront peut-être un jour ou l'autre, qui éclateront, mais on s'aperçoit que encore une fois, on a réécrit l'histoire autant qu'il était possible et on risque d'avoir des surprises. J'enverrai nos amis qu'ils regardent les premières images du film Interstellar qui a eu pas mal de succès, qui passe à la télé. Il y a une scène dans une école où on dit au jeune homme non, tu n'as pas ces bonnes notes, tu n'iras pas dans une école d'ingénieur, donc actuellement la terre est en train de crever, on a besoin de bons agriculteurs. Et puis on regarde la petite fille, on dit mais qu'est-ce que c'est que ce livre? On ouvre le livre et on dit mais c'est un livre qui est interdit aujourd'hui. Tu sais très bien que l'histoire de la conquête de la Lune, c'était une histoire de propagande dans le cadre de la guerre froide et que jamais on est allé sur la Lune à l'époque. C'est dit au début du film. C'est là. Alors les critiques n'ont pas mis l'accent là-dessus. Pourtant, ça arrive, je ne dirais pas comme un cheveu sur la soupe, mais ça arrive à point nommé. On a l'impression que certaines personnes sont en train de débrider un peu la plaie et de préparer, la plupart des acteurs étant déjà morts, des protagonistes, on est en train de nous amener petit à petit à reconsidérer un peu les choses sous un autre angle. Oui, parce que justement, l'histoire pleine de fake, des choses qui, avant l'arrivée d'Internet, on ne pouvait pas imaginer ça. Est-ce que c'est pas justement cette arrivée d'Internet qui a modifié
complètement justement notre vision de l'histoire. Alors, s'il y a une révolution, c'est bien celle-là, effectivement. Moi, je dis pas que je mets mon Mac par terre tous les matins pour faire ma prière, mais c'est vrai que pour les gens de ma génération, c'est un truc absolument magique. Je sais pas ce que j'aurais pu faire, je serais pas prix Nobel, hein, de toute façon, mais ce que j'aurais pu faire si j'avais disposé de ce type d'engin il y a 30 ans. C'est pas 20 bouquins que j'aurais écrit, mais 100, puisque à l'époque, c'était très lourd, il fallait avoir des gens qui tapent à la machine, ou taper soi-même, il fallait faire des corrections, il fallait faire appel à toutes sortes de manutention, de maintenance, les éditeurs aussi, même quand on est passé aux épreuves photographiées, mais c'était encore assez compliqué, tandis que maintenant on a des fichiers. Enfin, les jeunes générations devraient comprendre à quel point on est passé dans une autre dimension. Ce qui ne veut pas dire c'est un progrès, mais un progrès technique, c'est un progrès prodigieux, mais il n'est pas sûr que les mentalités aient tout à fait accompagné ce progrès. On le voit peut-être malheureusement chaque jour dans les comportements de nos semblables, de nos contemporains. C'est-à-dire qu'effectivement, alors voilà, grand progrès. Il y a eu, parce que là tout à l'heure justement tu as parlé d'une chronologie intéressante avec les Américains, un grand basculement avec l'effondrement du monde soviétique et on va dire... Ah, attends, peut-être non, c'est bon, voilà. Et donc l'effondrement donc, du monde soviétique et puis on va dire ce rebond américain très agressif puisque l'OTAN va s'étendre à l'Est, effectivement. Un monde unilatéral. Un monde unilatéral, voilà. Unipolaire et la tentative d'instaurer une hégémonie qui a existé au fond au moins pendant 15 ans. Presque pendant 20 ans. On va dire quasiment donc toutes les années 90 jusqu'au début des années 2000 et... Après, c'est quoi? C'est le retour de la Russie? C'est quoi La Russie ne revient véritablement que maintenant, depuis 2014. Enfin, l'effort de, non pas de réarmement, mais de restructuration et de modernisation remonte à quelques années quand les Russes, alors le président Poutine à l'époque, il y a eu Poutine, Medvedev, Poutine à nouveau, se sont rendus compte que la politique de la main tendue qu'ils avaient à l'égard de l'Ouest et de l'OTAN, cette main tendue n'était pas reprise et qu'au contraire les Américains, surtout à partir de 2005-2006, commençaient à vouloir installer un bouclier antimissile en Europe orientale, dans la mer Baltique, soi-disant pour intercepter des missiles iraniens, comme si les missiles iraniens allaient menacer ou l'Europe et encore plus les États-Unis. Donc ils ont pensé que c'était une menace directe. Quand à partir de 2004, l'OTAN s'est étendue vers l'Est avec les nouvelles adhésions à l'Union européenne, mais d'abord à l'OTAN. D'abord à l'OTAN, ensuite ça a été par un paquet de 3-4 pays. Là, les Russes sont redéveloppé ce qu'on appelle un complexe obsidional, c'est-à-dire un complexe d'assiégés, un complexe d'encerclement. On commençait à considérer que la coupe était pleine et qu'ils étaient menacés directement à leurs frontières. Et quand je dis menacés, c'est vrai que tout cela s'inscrit dans une politique qui est bien connue, qui est la politique de ce qu'on appelle d'endiguement. C'est-à-dire endiguement, au fond, de containment, endiguement, qui consiste au fond, à encercler, à créer une ceinture de base autour de l'espace centra-asiatique, eurasiatique, en tout cas russo-chinois, l'espace continental, pour mieux le contenir, comme si la Russie était à l'époque encore une menace. C'est vrai que la Russie est restée une grande puissance nucléaire, mais qui était une puissance sur le déclin. Et là, avec le dernier épisode depuis le 30 septembre, je m'arrête ici, on vient de découvrir que la Russie avait récupéré certainement une suprématie conventionnelle, la guerre sur le terrain, ces chasseurs-bombardiers, aujourd'hui sont surclasse, ou au moins sont à la hauteur des meilleurs appareils américains. Ils ont
donc l'Amérique découvre qu'encore une fois, sur le plan strictement conventionnel, la Russie est de retour. Et ça leur fait peur, ils n'aiment pas ça du tout. Parce que justement, la Russie presque surpasse les États-Unis sur ce plan de cette guerre conventionnelle. Ça, c'est ce qui a été remarqué par tous les observateurs, puisque en Syrie même, alors justement depuis cette intervention russe en Syrie, on voit bien que l'Occident, ils paraissent presque un peu désemparés. Je sais pas, nos dirigeants... Ils le sont vraiment, ils sont vraiment désemparés. Ils n'attendaient pas la Russie là. Il est vrai que la Russie avait développé normalement des moyens de défense, mais sur son immédiate périphérie. En 2008, la Russie intervient en Géorgie. Oui. Mais donc elle peut intervenir à la rigueur en Ukraine. Et encore, on nous dit qu'elle est en Ukraine, rien n'est moins sûr, hein, entre ce qu'on nous raconte et ce qui est réellement. Et là, ils sont à plus de 1000 km de leur frontière. Donc ça suppose une capacité, comme on dit, de projection de puissance que l'on ne soupçonnait pas. D'où d'ailleurs le ralliement brutal de la France à la Russie qui voudrait coordonner ses mouvements, mais la France a le cul entre deux chaises comme d'habitude. C'est le cul entre deux chaises, allié aux Américains, aux Britanniques, et en même temps essayant de faire les yeux doux à la Russie. C'est vrai que Monsieur Hollande, pour le coup, a été très désemparé par l'affaire inutile de le soupçonner d'avoir trempé dans l'affaire du 13 novembre. Je pense qu'ils ont été pris de court, ils ne s'y attendaient pas. Et c'est vrai que le 13 novembre a été une très très mauvaise affaire pour le pouvoir français, qui s'est rendu compte d'ailleurs à l'approche des élections que le pouvoir français perdait la main sur le plan de la sécurité, alors que toute leur politique avec M. Valls, quand il était au ministère de l'Intérieur, consistait à dire mais nous sommes capables de prendre les choses en main, nous contrôlons la situation, ouvrons nos frontières aux migrants et de toute façon il n'y a pas de risque. Puis là tout d'un coup on découvre que ça pète. Donc ça a été encore une fois une très mauvaise nouvelle et qui montre et qui révèle à quel point M. Hollande est au fond largué. Parce qu'en plus, il y a quand même une continuité entre la politique qui a été menée évidemment sous Nicolas Sarkozy avec Alain Juppé et aujourd'hui Hollande et Fabius. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a eu un passage de relais, mais que la politique menée vis-à-vis de la Syrie, bien sûr... Alors, c'est la question de nos alliances au Proche-Orient, et notamment dans la péninsule arabique, avec les grosses pétromonarchies, mais les deux principales étant l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ces gens ont passé des marchés avec nous. Alors je ne sais pas si les marchés seront honorés, s'ils iront à terme, mais ce sont des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Nous sommes, d'une certaine façon, on a créé un système d'alliance qu'aujourd'hui beaucoup appellent à remettre en question. On sait très bien que c'est le Qatar qui paye Al-Nosra, qui finance Al-Nosra, donc Al-Qaïda. Il paraît que c'est Al-Qaïda qui a fait sauter les tours jumelles de Manhattan en 2001. Maintenant, ils font du bon boulot, hein, si j'en crois le ministre des Affaires étrangères. Et les Américains les arment, les soutiennent, éventuellement d'ailleurs les encadrent, on leur envoie des conseillers. La Jordanie, alors ne parlons pas de la Turquie. Quant au royaume wahhabite saoudien, de toute façon le Qatar est aussi wahhabite, eux c'est plutôt Daesh. Enfin, tout ça s'est entremêlé. Il faut bien penser qu'entre Al-Nosra, Daesh et même l'armée syrienne libre, qui sont soi-disant des terroristes modérés, toujours selon M. Fabius, les distinctions sont assez faibles. Souvent, ils sont rivaux. C'est vrai que ces groupes, entre eux, s'affrontent. Parfois s'entretuent. Mais au fond, ils représentent une même idéologie. C'est comme des gangs mafieux qui se fracassent les uns les autres, mais parce qu'ils ont la même soif et le même objectif de pouvoir. Quelque part, ils partagent un objectif commun, en tout cas, ils ont un objectif commun, ils ont un intérêt commun quand même. Et le rôle, alors justement, c'est ça. Mais ils ont également, eux-mêmes, excuse-moi, ils ont également des parrains qui sont, l'un c'est la Turquie, l'autre c'est... Donc ils ont chacun, comme on dit aujourd'hui, leur agenda. Donc on tire un peu la couverture vers soi, c'est ça. Voilà, donc... mais il faut bien comprendre que ces groupes ne sont que des mercenaires, des exécutants, le cas échéant même des zombies, ceux qui viennent se faire sauter relèvent de la catégorie
catégorie zombie. Oui. On parle souvent, on en a parlé beaucoup avec Thierry Messant, mais ça se confirme apparemment de prise de drogue, du Captagon, de certaines drogues. Oui, Messant a été l'un des premiers à en parler très tôt. Ces gens-là, effectivement, ingurgitaient, en tout cas, on leur faisait ingurgiter les drogues. Vous voulez que je vous fasse rire? C'est une information, mais qui est passée dans des journaux sérieux. Je ne sais pas si c'est dans Le Point, Les Échos ou autre. On a arrêté à Beyrouth un prince saoudien avec 2 tonnes de Captagon qui était embarqué dans des valises dans son avion privé. Était-ce pour son usage personnel? Mais on va nous dire que ces gens-là n'alimentent pas parce que c'est le carburant des djihadistes. Oui, semble-t-il. Tout ça est fabriqué via la Bulgarie. J'ai vu, il y a des réseaux bulgares. Et attendez, mieux, c'est qu'à Charles de Gaulle, on a chopé un général, chef d'état-major israélien, également avec 2 tonnes de Captagon, dû aussi sans doute pour son usage personnel. Alors on ne sait pas ce que l'affaire est devenue, c'est une affaire diplomatique. Le gars a dû être gardé quelques heures dans un joli salon réservé, on lui servait son thé, son café, tout ce qu'on veut, et ses petits gâteaux, et puis après on l'a prié de repartir. Mais enfin bon, le gars a été pris la main dans le sac. D'accord. Donc ça, ce sont des choses quand même. Ce sont des faits. Ce sont des faits et qui démontrent qu'il y a une véritable un peu schizophrénie de nos dirigeants en Europe sur le fait que d'un côté, tout le monde. Un peu. Oui, un peu. Oui, je le retire. D'un côté, ils prétendent combattre Daesh, combattre le terrorisme, etc. On fait des beaux discours, et puis de l'autre côté, on a l'impression qu'on Alors, hier soir, c'était la soirée. Vous me tendez la perche, c'est qu'à le dire. C'était la soirée des élections. Oui. Normalement, les chefs de parti, M. Cambadélis, autrefois condamné pour escroquerie dans l'affaire de l'AMNEF. Faut pas l'oublier, ce sont des escrocs qui dirigent ce pays. Il a été condamné, je ne sais pas si c'est amnistié, je ne sais pas si on peut encore le dire. Ah oui, on peut le dire. Bon, vous avez un bon avocat. On n'a plus. Bon, mais hier soir, le chef de parti, on peut s'attendre à ce que M. Sarkozy, patron des Républicains, c'est pas n'importe quoi ça, que M. Sarkozy soit à la tête de ses troupes, dans les studios, en train de faire non pas le coup de poing, mais le coup de feu d'un micro à l'autre. Et ben non, M. Sarkozy avait le cul bien calé dans une loge d'honneur du Grand Stade de France pour regarder le match Paris Saint-Germain, ou Paris Saint-Germain, c'est particulièrement illustré. Mais à côté de lui, il y avait, alors j'ai oublié son nom, le président du club Paris Saint-Germain, qui est un Qatari. Proche du pouvoir qatari, en plus. Proche du pouvoir. Au moment même, donc M. Sarkozy s'est affiché à côté d'un Qatari. Au moment même où commence à se dévoiler le fait que le Qatar soutient le terrorisme, c'est quand même un peu curieux. Et au moment où tout le monde commence à dire qu'il faudrait peut-être penser à réviser un peu nos alliances au Proche-Orient, Monsieur Sarkozy, alors il faisait un peu la gueule, sauf sur les photos. Alors j'ai regardé ce soir sur Google, il y avait des photos effectivement au Stade de France, il était en mitouflé, on le reconnaissait bien avec son gros foulard, on reconnaissait le manteau de cuir ou de je sais pas quoi du garde du corps qui était debout, qui devait être le garde du corps qatari d'ailleurs. Mais tout ce qui était autour de lui avait disparu, ça avait été coupé. Alors j'ai juste trouvé une prise d'écran de BFM où son voisin apparaît, et je trouve quand même que c'est assez malvenu, c'est assez malséant, il y a quand même quelque chose qui cloche là-dedans, que celui qui prétend demain de nouveau se faire réélire s'associe à quelqu'un qui n'est pas un terroriste lui-même, mais dont le pays et le pouvoir pour lequel il travaille soutient officieusement, mais aussi surtout officiellement, par les armes, par son argent, à la fois aussi bien d'ailleurs les mouvements djihadistes que les vagues d'immigration. Il faut quand même avoir le courage de le dire, j'espère ne choquer personne en disant que soit c'est M. Soros, le fameux financier anglo-américain, qui avec l'Open Society Foundation finance chacun, un par un, la plupart des migrants, à hauteur de $10 000. Parce que c'est ce que coûte à peu près le transfert entre les multiples intermédiaires, les $10 000. Je pèse mon chiffre. Parfois c'est moins, parfois ça peut être plus, tout dépend d'où ils viennent. Et également le Qatar. Ces gens financent les vagues d'immigration qui viennent
qui vont fiche le bordel un peu partout en Europe, pas seulement en France. En France, on est même plutôt épargné. Alors, à croire que ces gens voudraient nous installer aussi la guerre civile. Ou en tout cas on pousse, parce que d'un côté il y a les forces anti-arabophobes, islamophobes qui sont largement entretenues, et puis de l'autre côté on pousse des vagues d'immigration, à croire qu'on a envie de déstabiliser complètement cette malheureuse Europe qui déjà pourtant forme à l'emploi. Alors c'est-à-dire, est-ce qu'en plus on peut craindre que dans justement ces vagues d'immigration, il y ait des éléments justement de Daesh, l'État islamique qui s'infiltrent? Les chiffres ont été avancés dès cet été. Hein. C'était de l'ordre de 2000, 3000, plutôt 4000. On l'a vu. Là, il y a des à Beyrouth. Bonne information. Vous achetez un faux passeport syrien, mais un vrai faux passeport. Donc parfait. Hein, pour $50. D'accord. Ouais, donc n'importe qui peut se retrouver fait passer pour un Syrien, parce qu'il y a beaucoup de ces réfugiés dont on nous expliquait qu'ils étaient Syriens. Bon, permettez-moi de douter tout simplement, rien qu'au faciès, on va me dire. Il y a beaucoup de des phénotypes différents, mais là il y a beaucoup d'immigrés qui viennent de Bulgarie, de Roumanie, qui se mêlent. Alors notamment donc là où on voit les femmes et les enfants, qui parfois sont d'ailleurs des musulmans. Hein. Mais on sait que ceux qui arrivent de Syrie abandonnent leur famille et sont surtout des jeunes hommes, hein, des jeunes hommes en pleine santé. Là aussi, je vais être désagréable, voire odieux, en disant que ce sont des gens, bien sûr, ils n'ont peut-être pas voulu rallier Daesh ou Al-Nusra, mais ce sont des gens qui n'ont pas voulu combattre non plus pour leur pays et pour défendre leur pays dans cette guerre terroriste. Vous voyez ? Donc, ce sont des gens qui finalement ont déserté aussi. Il faut peut-être voir les choses sous cet angle. Alors on va dire que j'exagère, oui peut-être un peu, je suis peut-être un peu partial, oui peut-être un peu beaucoup, mais il faut aussi avoir ce genre d'informations à l'esprit. Parce qu'il y a un grand recrutement qui est fait, alors justement ça c'est une question qu'on avait abordée la semaine dernière, c'est-à-dire Daesh, l'État islamique, hein, parce que bon, il y a plusieurs noms, mais pour la même entité, finalement, tout ça revient un peu au même, exerce quand même une sorte de fascination sur certaines populations en Europe, et des gens sont prêts à aller se battre, finalement, mais pourtant, pourquoi il y a cette fascination? Mais vous me posez, c'est une très bonne question. J'ai jamais eu l'occasion d'y répondre parce que vous pensez bien que je ne suis pas invité par les grands médias. Ils risquent pas de m'inviter pour dire que M. Sarkozy était à côté d'un Qatari qui donc que M. Sarkozy au fond soutient indirectement ou sa coquine ou s'associe. En tout cas, il semblait être cul et chemise avec son voisin qu'il aime beaucoup. D'ailleurs, il y a des photos de lui où on les voit ensemble en train de s'embrasser. Au fond. Qui sont les vrais terroristes? La question se pose. Hein, voilà. Ouais. Alors, pourquoi les jeunes gens vont-ils? Si vous allez, sans même aller sur les sites, on connaît certaines vidéos, les musiques, les chants religieux et guerriers sont extrêmement prenants. Ils sont même fascinants. Mettez-vous, vous avez plus tout à fait 20 ans, moi non plus, encore moins. Hein. Mais mettez-vous dans la peau d'un gars de 17-18 ans qui est un peu en galère, qui dérive. Il entend ça, c'est une sorte pas d'appel à la prière, mais d'appel à l'aventure. C'est l'époque, la fin de l'adolescence, c'est l'époque de tous les sacrifices, de tous les romantismes. Celui qui n'a pas envie de s'engager pour une grande cause, à la fin de ses... vers le début de ses 20 ans, c'est pas un être normal. Donc on leur promet là aussi l'exaltation. Alors parce qu'il y a des tarés aussi dans le lot, on va leur donner le droit de tuer au nom de Dieu. Formidable. C'est un peu facile. Formidable. Non, mais pour les autres, alors tout se mêle. On combat à la fois le système, on combat l'Amérique, on combat le capitalisme, on combat la pornographie. Il y a Dieu qui vous promet le paradis, puis surtout la camaraderie de combat. Il y a pas 100 nationalités, mais on dit 85, donc presque 100. Ça arrive de tous les côtés. Et il y a toute la jeunesse déshéritée du monde.
Pensez, vous êtes un jeune Tunisien, vous arrivez à 25, 26 ans, vous n'avez aucun espoir de vous marier, parce que vous n'avez pas un revenu suffisant. Ce sont des pays où il faut un peu d'argent pour se marier, hein. Tout le monde sait ça. Un jeune Égyptien, encore il n'y a pas beaucoup d'Égyptiens, ne parlons pas du Yémen en guerre, ou un Somalien. Au fond, là-bas, au début, il fallait payer quand même sa calage, il fallait payer son billet, mais maintenant, il y a de l'argent qui arrive. Qui plus est, donc ceux qui ont connu l'expérience afghane, mais je parle des anciens, des cadres, vont reprendre le djihad qui avait été commencé en Afghanistan, vont le reprendre contre la Russie, qui est présentée comme avant c'était la Russie soviétique, maintenant c'est la Russie orthodoxe, mais tout ça c'est le démon, puisque on combat les mécréants. Les mécréants, c'est au premier rang les sunnites eux-mêmes. C'est les sunnites qui ne se plient pas à cette école schismatique déviante qu'est le wahhabisme. Donc une école littéraliste, on peut en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Donc d'abord les sunnites qui n'entrent pas exactement dans le cadre strict de la vision religieuse, mais non pas spirituelle, religieuse du wahhabisme, ritualiste. Et ensuite les chiites, mécréants parmi les mécréants. Et puis après, tous les chrétiens, etc. Parce que la Russie est la Syrie, c'est une mosaïque. Sauf nos amis israéliens, chez qui les gens non pas de Daesh mais d'Al-Nusra vont se faire soigner. Oui, c'est ça, ils vont se faire soigner côté israélien. Alors je me méfie quand même parce qu'on voit aussi pas mal de désinformations passer dans les sites dits de dissidence. On dit à un moment donné qu'on a attrapé un officier supérieur, enfin pas supérieur, mais un colonel de Tsahal en Syrie ou en Irak, qu'il y a eu des larguments d'armes. Tiens, à ce propos, une information quand même assez amusante, enfin amusante, je ne sais pas si elle l'est, mais on a trouvé l'un des pistolets mitrailleurs utilisés, je crois, au Bataclan. On a retracé l'arme, elle a été vendue par une société de Floride, américaine, de Floride. Alors ça s'achète par Internet, mais pas seulement par Internet, tenue comme par hasard par des Israéliens. Alors les Israéliens ne sont pas intervenus, bien entendu. Qui pourrait soupçonner une horreur pareille? Mais d'un autre côté, on peut aussi encourager un certain nombre d'individus un peu à la cervelle un peu brûlée, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est un peu ce que on nous explique des fois. Est-ce qu'il n'y a pas dans les États ce qu'on appelle l'état profond, justement, cette notion, c'est-à-dire que dans un même gouvernement, il puisse y avoir des gens contradictoires, c'est-à-dire bien contradictoires. Vous avez très bien défini, très bien, qui mènent des politiques indépendantes. L'état profond le plus connu, c'est l'état turc. Ceux qui vendent des armes, qui font arrêter des gendarmes ou arrêter des magistrats parce qu'ils ont emprisonné des journalistes parce qu'ils ont publié les photos des transferts d'armes. Même si c'est à petite échelle. Voilà, il y a des douaniers. C'était au mois de juillet, au mois de juin, au mois de juillet. Des douaniers donc arrêtent. Mais l'affaire n'est pas terminée. Et on fait renvoyer les procureurs, etc. Peut-être y a-t-il aujourd'hui un état profond en France. Peut-être. Des mouvements dissidents, en tout cas aux États-Unis, c'est de plus en plus certain. Beaucoup se sont interrogés sur le rôle d'un État profond dans les affaires du 11 septembre 2001. On sait qu'il y a au Pentagone ou au département d'État de hauts personnages qui mènent leur propre politique. On sait que la CIA aussi a ses propres sources de financement et peut échapper à la tutelle du pouvoir, j'allais dire, du pouvoir présidentiel, c'est le pouvoir central. Tout ne remonte pas jusqu'au président et il y a des échelons dotés d'une certaine autonomie. Je donnerai un exemple du temps des talibans en Afghanistan. Le Mollah Omar, c'est pas le Mollah Omar, c'est Mollah Omar, avait lancé une fatwa qui avait bloqué la production d'opium. En l'espace d'un an ou deux, l'opium était passé de 1200 tonnes. La dernière année, en 2001, la production d'opium était de 180 tonnes. 180. 3 ou 4 ans après la conquête par les États-Unis, on était à 2000-2500 tonnes d'opium. Cet opium passe sous forme d'héroïne à travers l'Iran, mais plus encore par la Russie, où elle fait des ravages, 30 000 morts par an. Et on sait qu'elle arrive jusqu'en Europe.
Alors on ne va pas refaire le détail du dossier, mais on sait très bien que c'est l'un des moyens de financement clandestin de la CIA, comme il y a eu l'héroïne et l'opium du Triangle d'Or, donc chez les Karen en Birmanie, au moment de la guerre du Vietnam, fameuse, tout le monde a en mémoire les avions blancs d'Air America qui transportaient, et puis même topo, même schéma avec les cartels de la drogue. Là c'est de la cocaïne colombienne. En Amérique du Sud. En Amérique du Sud. On retrouve à peu près les mêmes schémas, c'est-à-dire les financements occultes. Même si on n'a pas les preuves, il y a des gens qui ont les preuves, qui ont le dossier, mais là il y a suffisamment aujourd'hui de présomptions, de faits concordants pour qu'on puisse dire ce genre de choses sans risque de se ridiculiser totalement. Oui, parce que ça c'est quelque chose, oui, effectivement, qui a été mentionné plusieurs fois, l'augmentation exponentielle de la production de drogue depuis l'invasion américaine. Donc les talibans, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que les talibans, les braves mecs, non, mais qui étaient en fait, les talibans sont les Pashtuns, c'est l'ethnie Pashtun, pensaient qu'il y a un truc, c'était à être reconnu par la communauté internationale, à normaliser leurs relations au moment où on est venu les matraquer. Il faut le dire. Quand on dit les talibans, on fait la guerre à l'ethnie Pashtun. Et puis il y a eu, alors, parce que juste avant cette guerre d'Afghanistan, on a connu un certain nombre de faits qui, on va dire, qui visaient l'État afghan pour le décrédibiliser de façon internationale. On a vu ces images de cette femme abattue dans le stade. Vous faites bien de me parler de ça. Rappelons-nous de ça, là on va faire un petit flashback, parce que j'ai l'impression que ça nous a préparé à la guerre d'Afghanistan, parce que on nous a quand même mis toutes ces images dans la tête, et c'était avant 2001, et ça a quand même contribué à se dire, c'est ce régime-là, finalement, il y a un grand journaliste américain, un gars qui avait travaillé pour CNN, qui a été l'un des derniers à rencontrer Ben Laden. Il a écrit un livre, et il dit, mais moi j'ai parcouru tout l'Afghanistan, donc j'ai vu partout des stades de foot, et j'ai toujours vu des gens qui jouaient au foot sur les stades de foot, et jamais d'exécution. Alors on sait très bien que ce clip où on voit effectivement 5 femmes à genoux qui prennent une balle dans la tête, ce qu'on ne dit pas, il y a des tas de choses qu'on ne dit pas, qui passaient en boucle, littéralement. Oui. Littéralement. Il y a une propagande sur cette affaire. Ça a été incroyable. Il y avait une chaîne qui s'appelait Odyssée à l'époque. Il existe toujours, je crois. Non, il n'existe plus. Il y avait Planète, Odyssée. Et bien, passer ça, c'était répétitif, tous les jours. Alors, je vais vous dire, il faut savoir ce qu'est aussi la charia. D'abord, la charia, il n'y a pas la charia, qui signifie la voie. La charia, c'est jurisprudentiel. Et c'est différent dans chaque pays musulman. Parce qu'on introduit des règles, je vais presque dire coutumières, ça semble terrible et c'est pas si terrible que ça. Alors la charia prévoit une chose, c'est qu'il y a exécution dans le cas où il y a refus par la famille de la victime du prix du sang. Alors c'est très simple. On peut racheter sa vie. On paye un prix, le prix du sang, on donne une certaine somme d'argent, et à ce moment-là, c'est une absolution, on est libre. Là, la famille avait refusé le prix du sang, et ce ne sont pas des bourreaux qui tuent, c'est la famille des victimes. Alors il faut savoir que ces 5 femmes qu'on a vues n'étaient pas de saintes innocentes. Elles avaient attiré l'une de leurs compagnes dans un guet-apens, elles l'avaient tuée après l'avoir martyrisée. C'est pourquoi le prix du sang avait été refusé. Il y a un très joli film iranien qui traite de cette question dans les bas-fonds de Téhéran, qui s'appelle les libres enfants de Belleville, je vous le recommande. Et on parle justement, c'est l'histoire du rachat du prix du sang pour un jeune homme qui a tué en fait sa fiancée. Et donc on va supplier le père d'accepter le prix du sang. Et le système iranien est tel que celui qui veut l'exécution est obligé de payer un prix du sang à l'État, qui est actuellement de plus en plus cher. Et donc il est obligé lui-même de payer pour faire exécuter, dès lors qu'il a refusé le prix du sang offert par la famille du coupable. J'étais assez clair. Donc le système n'est pas du tout ce qu'on nous montre. On ne tuait pas les femmes comme ça. C'était des criminels endurcis, donc ce qui était extrêmement rare. Je pense que ça n'est arrivé qu'une fois. L'exécution et le fait de la famille après le refus du prix du sang, qui est toujours une échappatoire. D'accord.
Donc c'est pas du tout ce qu'on nous raconte. Ah oui, parce que cette affaire, elle a quand même contribué à préparer les esprits. Mais personne ne dit ce genre de choses. Je suis pas un spécialiste de l'islam. Si on trouve mon explication trop schématique, même elle n'est pas caricaturale mais trop schématique, ben tant pis. C'est déjà bien qu'on dit. J'ai pas entendu qui que ce soit, même parmi les musulmans, donner ce type d'explication. Parce que, donc après, il y a eu ce renversement du régime taliban, parce que les talibans, quand même, ils ont été soutenus dans les années 80 par c'était les Moudjahidines. Ils ont été créés. Non. C'est plus compliqué que ça, mais on les a laissés faire. On les a laissés faire, on les a armés, on les a aidés, on les a financés, on les a formés. Le fameux commandant Massoud, copain de Bernard-Henri Lévy et toute l'intelligentsia française, c'était également un fondamentaliste musulman qui était entré en lutte contre les talibans parce que lui-même n'avait pas été admis au partage du pouvoir. Donc on nous fait croire que Massoud était l'homme de la liberté. Pas du tout. Massoud était un chef de guerre parmi d'autres. D'accord, c'est comme pas le fameux Ekmatyar avec lequel l'Occident s'était allié, même chose. Ekmatyar était un seigneur de guerre et qui partageait la vision, une même vision ultra puritaine de l'islam. Et donc ensuite, c'est quoi? C'est qu'ils sont devenus gênants, on leur est tombé dessus, parce qu'en 2001... Ça s'appelle le renversement d'alliance. Ouais. On sert des gens, ce sont des instruments. S'ils ne marchent pas droit et s'ils se sentent des ailes leur pousser, ou s'ils ont leurs propres ambitions, on les déquille une fois qu'ils ont servi. Voilà, vous remarquerez comme moi qu'on prend surtout, comme chef d'État dans ces pays, on prend des marionnettes. Oui, bien sûr, oui. Hein, c'est la règle. Oui, alors justement, il y a un autre événement qui a précédé aussi, j'aimerais bien qu'on l'évoque, c'est la guerre en Yougoslavie, parce que ça aussi, c'est une guerre de l'OTAN, voilà, de la même façon, qui a fini par aboutir à la création d'un État, le Kosovo, que beaucoup pensent... Les armes d'aujourd'hui, celles qui tuent à Marseille, arrivent du Kosovo. Ouais. Elles arrivent de là-bas. C'est le résultat des guerres que nous faisons. Comme les vagues d'immigration subsahariennes nous arrivent de Libye, là où on a mis le chaos. Là, on a mis le chaos, voilà. Et du Kosovo sont des armes et également des trafics de drogue, trafic d'armes, trafic de drogue, trafic d'êtres humains. Donc ça veut dire que... Pardon. Ah oui. Alors, on remet le vilain micro qui s'en va, mais c'est moi qui ai dû tirer dessus, voilà. C'est bon. Et donc, c'est vrai parce qu'en fait, ça signifie bien qu'il y a une déstabilisation totale. Parce que là, je veux dire, depuis tout à l'heure, on aborde justement tous ces sujets de géopolitique internationale et on voit bien qu'il y a une déstabilisation de la Libye, de la Syrie, de l'Irak, de l'Afghanistan, et tout ça contribue. Il y a un calendrier, c'était prévu. Ça met un chaos total dans ce Proche-Orient eurasiatique. C'est bien le fameux général Clark qui se promène dans les couloirs du Pentagone, juste après le 11 septembre, et on lui montre un mémo, et on sait qu'il y a 7 pays qui doivent changer de main, dont le pouvoir doit être, ça s'appelle en américain régime change, renversement du régime, changement de régime. Il y a l'Irak, il y a l'Iran, il y a la Syrie, il y a la Libye, l'Algérie, l'Afghanistan dedans. L'Afghanistan, évidemment, ça fait 5. Le Yémen et la Somalie, je crois. Le Yémen et la Somalie. Et actuellement, j'ai rencontré à Beyrouth récemment un représentant des Nations Unies, mais d'assez haut niveau, c'est pas un petit représentant, qui me dit ouvertement, aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui sont dans le collimateur pour être démantelés, morcelés. C'est ce qui est prévu. Il y a vraiment un agenda. C'est l'Irak, la Syrie. Alors l'Irak, vous savez ce qu'on en fait. Un Kurdistan, donc ça c'est ethnique. Et puis deux séparations religieuses, confessionnelles, chiites et sunnites. Et c'est pourquoi d'ailleurs on a créé Daesh pour faire une sorte de Sunnistan enclavé au centre, voilà. Et puis il y a la Syrie, et puis il y a le Yémen. Et puis le dernier, ça va peut-être vous surprendre, il y a l'Arabie Saoudite. Quand c'est comme disent les Anglais, à la bouche du cheval qu'on vous dit ça, c'est-à-dire un fonctionnaire sérieux qui dit pas de conneries, qui est pas censé
conneries, qui n'est pas un excité, qui n'est pas un illuminé, qui est quelqu'un qui travaille étroitement avec l'OTAN. Quand vous avez un type qui vous dit ça, même si on le sait, même si on le subodore, même si on le suppose, même si on sait que, par exemple, depuis 1982, avec le plan Yoded-Yinon en Israël, le plan a été, les grandes lignes de la stratégie d'un grand Israël ont été tracées, qui englobe ces différents pays. Eh bien, on reste quand même toujours surpris. Ouais. D'avoir la validation, la confirmation. Oui, parce qu'en plus, alors ça confirme tout à fait une carte qui avait été présentée ici même par Pierre Hillard, une carte de 1997-98 si je m'abuse, qui montre, extraite d'une revue spécialisée de l'armée américaine, qui montre justement ce Proche-Orient complètement morcelé, avec effectivement morcellement de l'Arabie Saoudite, morcellement de l'Irak, morcellement de la Syrie. Tout est de façon à créer des petits États fantoches, c'est ça, d'avoir divisé pour régner. Ouais. Et si vous rajoutez ou divisé pour régner l'ordo ab chaos, l'ordre par le chaos, vous semez le chaos. Au début, en 2003, je me suis dit, l'armée américaine était franchement cocu. Ils ont cru qu'ils apportaient la démocratie, qu'ils allaient libérer les femmes, conduire les petites filles à l'école. Tout existait déjà dans l'Irak de Saddam. Mais je dis que l'armée a été cocu parce qu'elle pensait vraiment que ce pays connaissait un déficit profond de démocratie. C'était pas une démocratie, c'était une dictature. Certes, c'est une dictature, mais les gens étaient libres d'entrer et de sortir. Il suffisait de ne pas dire du mal du pouvoir et vous faisiez ce que vous vouliez. J'avais un ami originaire d'Alexandrie, en Égypte, qui me dit « Mais pas du tout, Jean-Michel, tu te trompes complètement. Ce qu'ils veulent, c'est le chaos. » Alors tous les Américains ne voulaient pas le chaos, c'est là où intervient l'État profond. Mais on sait qu'il y a par exemple, il y avait cette fondation pour un nouveau siècle américain, avec un dénommé Michael Lydon, qui était un agent reconnu du Mossad, qui avait participé apparemment, je crois que c'est sur sa fiche wiki en anglais et en français, qui avait participé à la fameuse stratégie de la tension en Italie, durant les années de plomb, l'attentat de la gare de Bologne, où il y avait eu 80 morts, etc. Les armées secrètes Le Michael Lydon en question avait développé une stratégie du chaos constructif. Et là, vous voyez, le serpent s'est rattrapé, se mord la queue. Le chaos est un moyen de gouverner. Or, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, à l'extérieur des frontières de l'État israélien, le chaos se répand. Et la Libye fait partie de la périphérie immédiate. Il y a des richesses, des ressources naturelles, des richesses énergétiques, fossiles, et des États qui ont régressé, non pas à l'âge de pierre, mais qui ont régressé 30, 40 ans, 50 ans, qui sont aujourd'hui, qui sont des monceaux, des conceaux, peut-être la Syrie, qui pourrait se reconstruire si tant est que nous le voulions. Oui, parce que donc il y a un objectif clair donc qui est dans l'intérêt, on va dire, d'Israël, qui est de semer donc un chaos tout autour d'elle, d'atomiser, on va dire, quoi, ses concurrents. Pas seulement d'Israël. Bon, il faut parler des néo-conservateurs américains. Beaucoup ont une double nationalité, mais lorsqu'on parle de judéo-américains, il y a aussi beaucoup de chrétiens évangélistes qui pensent que Israël étant la terre promise, le jour où tout le peuple juif sera, vous voyez, il y a un côté messianique aussi qu'il ne faut pas négliger. Le jour où le peuple juif aura entièrement récupéré sa terre, la terre promise dans l'Ancien Testament, et dès la Genèse, d'ailleurs, dès le début, au tout début, à ce moment-là, le Messie pourra venir. Donc, on pourrait croire que l'Amérique est un grand pays, non pas affranchi de toute spiritualité, mais que sa spiritualité serait plus éclairée. Alors qu'on voit qu'on a affaire à une spiritualité particulièrement archaïque, pour ne pas dire primitive. On croit aux prophéties. D'ailleurs, Hollywood entretient savamment cet esprit rationnel, que ce soit avec les loups-garous, les vampires, les extraterrestres, les démons de la nuit, tout ce que vous voulez. Il y a une culture de l'imaginaire collectif américain qui est profondément imprégnée de cet irrationnel. Ce qui explique aussi la malléabilité, le fait qu'on puisse manipuler à volonté les opinions publiques, puisqu'ils sont amplement préparés par la pâture culturelle qui leur est
délivrer. Moi-même, j'échappe pas à la règle. Hein. Je regarde des films américains. Je suis pas indemne. Hein. Bien sûr, on est tous touchés. Hein. Voilà. Tous n'en mourraient pas, mais tous étaient atteints. Et donc, parce que ça veut dire qu'une fois qu'on aura donc atomisé ces États, créé un espèce de chaos généralisé, est-ce que aussi il n'y a pas une volonté, parce que par rapport aux événements qui sont déroulés à Paris, d'insuffler ce chaos vers l'Europe aussi un peu Alors c'est ce que je disais tout à l'heure avec ces vagues d'immigration qui sont, j'allais dire une horreur. D'abord je me retiens, mais on croyait que pour envahir et occuper un pays, il suffisait d'arriver avec des chars, des avions de combat. Mais pas du tout. Aujourd'hui, il suffit d'arriver avec une valise. Mais comment donner du travail à tous ces gens? Moi, je veux bien qu'on donne du travail aux migrants, mais dans un pays où déjà, officiellement, il y a, je parle de la France, 3 millions de chômeurs. Officieusement, on est à 5-6, voilà. 5-6, largement. Même la rhétorique de dire ils acceptent du travail dont les Français ne veulent plus. Même ça, c'est en train de tomber. Même les gens de gauche n'osent plus tenir ce type de langage. Mais on sait très bien qu'on sera comme en Allemagne. On va les payer à quoi? À 2 € de l'heure, à 3 € de l'heure. On va les faire travailler sans couverture sociale, sans assurance maladie, sans quoi. Donc ça sera du bétail à travailler. Et ces gens seront inintégrables et inassimilables, ou ils ne trouveront pas du tout de travail, et ils seront à charge du contribuable. Et tout ça va contribuer à quand même, on va dire, augmenter les tensions communautaires. C'est ce que je disais. Et si ça débouche sur des affrontements, peut-être pas à grande échelle, mais une guerre civile à bas bruit. Déjà, on voit une criminalité. Regardez, ils s'entretuent entre eux. Ils se font même griller, le cas échéant, à Marseille. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Hein. Ils font des barbecues, vous le savez. Hein. Oui, bien sûr. Oui, voilà, vous êtes au courant, ils font des barbecues. C'est sympa. Ce sont quand même pas des mœurs de chez nous. Hein. Une balle dans la tête, c'est déjà pas bien, mais faire griller un type, c'est pas splendide. Il va y avoir une insécurité généralisée. Donc des tensions. Encore une fois, il est facile de trouver des boucs émissaires. Le bouc émissaire, ça sera le gars qui sera un peu bronzé. Alors les autres diront non, pas de racisme, pas de ceci, pas de cela. Mais c'est eux qui l'auront créé aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Ouais. Ceux qui dénoncent le racisme, c'est ceux qui, au fond, le fabriquent. Oui, bien sûr. Parce que de toute façon, c'est une espèce de schizophrénie d'encourager. Schizophrénie, c'est un grand mot. L'immigration d'un côté, dire qu'il faut accueillir tous les migrants, etc. Et puis de l'autre côté, il n'y a rien qui est mis en œuvre de toute façon. Et puis on ne peut rien mettre en œuvre. On ne peut rien mettre en œuvre parce que ça va finir comme à Calais, quoi. C'est-à-dire des espèces de bidonvilles où les gens vont s'agglutiner, s'agglomérer comme ça autour des villes et puis créer une situation qui est invivable. Regardez, mais même les banlieues, je n'y vais pas, alors je ne peux pas dire que je connaisse les banlieues, mais je sais que, proverbe paysan de chez nous, les hommes c'est comme les pommes, quand on les entasse, ça pourrit. Et on a fabriqué de véritables bantoustans ou des ghettos. Pas étonnant que les hommes pourrissent là-dedans. Je dis pas que un peu de force morale empêche de descendre, mais c'est vrai qu'il est plus facile de dealer, de vendre de la drogue ou de faire le chouf, comme vous dites, faire le chouf, que d'aller à l'école et d'apprendre un métier suant, astreignant. Parce que là, justement, on va dire, on envisage tout ça justement d'une politique globale. Alors, créer le chaos en Europe, c'est quoi? Est-ce que c'est une façon pour, on va dire, les forces que je nommerais américaines, on va dire, en tout cas états-uniennes, de nous mettre sur leur parapluie, non? Nous avons des gens qui sont des messianistes. Ouais. Vous avez le droit de dire, et je pense qu'on peut le dire, on parle bien de judéo-chrétiens. Ouais. Et bien il faut dire les judéo-protestants. Qui sont ceux qui sont à la manœuvre pour créer un ordre mondial, une gouvernance mondiale, où tout sera radieux. Enfin, c'est ce qu'on nous a promis. C'est ce que Lénine avait promis aux Russes avant de les massacrer ou de les faire se massacrer. Parce qu'on nous parle toujours de Staline, mais il faut voir ce qui s'est passé
passé entre 1918 très exactement, et 1921. Ça a été affreux, n'en parlons pas. Mais ça, si vous remarquerez, c'est toujours passé sous silence. Hein. Toujours. Eh bien, monsieur Attali, d'ailleurs, conseiller de monsieur Sarkozy, il avait même été conseiller de monsieur Mitterrand. Ensuite, il avait dû aussi conseiller en sous-main peut-être un petit peu monsieur Chirac, pourquoi pas. Conseiller de monsieur Hollande nous dit, sagement, il y a la vidéo, vous pouvez la trouver, vous pouvez l'intégrer dans une de vos... Tout le monde la connaît, il dit, je ne sais pas si ça sera avant ou après la Troisième Guerre mondiale, ce sont textuellement ses mots, son propos, mais la gouvernance mondiale, nous l'aurons. Ah oui. Avant ou après. Donc pour lui, le chaos généralisé, la révolution mondiale, on va l'avoir. Donc c'est la guerre mondiale et on aura une gouvernance mondiale. Voilà, l'objectif est défini, il est tracé, on le connaît, il est clair, il est simple. Donc il y a à l'œuvre cette espèce de vision messianiste. Alors là, c'est pas le retour du Messie, mais c'est l'accomplissement du bonheur universel. Mais on n'a pas réussi à faire le bonheur pour tous les peuples d'Europe avec Bruxelles. On est même très loin du compte. Imaginez à l'échelle planétaire. Oui, mais alors, justement, parce que il y a un rôle, il y a un homme dans ce jeu, on va dire, d'échiquier mondial. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est Poutine, donc le président russe. Beaucoup disent justement qu'il appartiendrait à ce jeu mondial, et d'autres disent non, il ne joue pas le jeu du monde. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. C'est ni le grand monstre qui envoie ses troupes dans le Donbass, au nord-est de l'Ukraine. Y a-t-il même eu jamais des troupes russes? Oui, il y a des Russes, ça c'est sûr, qui viennent d'eux-mêmes. Oui, il y a des volontaires, c'est certain, il doit y en avoir. Mais pas ce que l'on nous a raconté. Est-ce véritablement l'homme qui veut tout dévorer? Non. On voit bien, c'est pas Poutine qui a installé des bases autour de l'Europe, c'est le contraire. C'est l'OTAN qui installe des bases. Non mais vous voyez comment on inverse aussi la réalité, comment on inverse la culpabilité, comment on renverse les preuves. Poutine est un pragmatique, c'est pas un démiurge, c'est un chef d'État qui doit gérer des situations extrêmement difficiles. C'est certainement pas un foudre de guerre, mais c'est quelqu'un qui voudrait bien que tout ça se calme, qui a d'ailleurs un très bon, avec Sergueï Lavrov, un très bon ministre des Affaires étrangères. Il faut savoir que Lavrov a un père arménien, donc ce sont des gens qui sont des Byzantins, qui ont l'habitude, ils sont extrêmement patients, mais je pense que les Russes sont excellents dans la défensive, et là vont nous en administrer la preuve en Syrie. Je prendrai un exemple, le bombardier Sukhoi 24 qui a été abattu, ça leur est resté en travers de la gorge. Quelques jours après, ils débarquaient leur système S-400, Triomphe, qui ont créé de fait une zone d'interdiction aérienne par la Russie. Donc s'il y a des avions alliés qui survolent, enfin alliés de la coalition arabo-américaine qui survolent la Syrie, c'est parce que les Russes le veulent bien. En plus, ils sont obligés de demander l'autorisation d'être aux Russes. Sans doute, ça la presse ne le dit pas. On se demande ce que nous dit la presse d'ailleurs. Hein, nous dit-elle que M. Sarkozy était au Stade de France avec son pote le Qatari, là, le financier de Daesh. Mais c'est vrai que cette presse, justement... C'est extraordinaire. Non mais ça, c'est vraiment une énorme info. Patrick, Oui. tu peux envoyer la pause. D'accord, ok. Écoutez, on nous demande de envoyer la pause, donc on va faire une petite pause et puis on revient juste après, il y aura un problème de son. A tout de suite, à vous. Là.